Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Le Comte de Monte-Cristo, la dernière pépite du cinéma français. Parce que oui, on va pas faire durer le suspense très longtemps, c'est une pépite. Et avant même de rentrer dans l'analyse du film, je vous conseille d'ores et déjà d'aller le voir si c'est pas déjà fait au cinéma. Ils ont fait plus de 2 millions d'entrées en 8 jours. Bref, c'est une expérience assez incroyable qu'on va détailler ici. Le Comte de Monte-Cristo, c'est parti. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte-Cristo. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Alors, Le Comte de Monte-Cristo, célèbre roman d'Alexandre Dumas, qui a également écrit Les Trois Mousquetaires, dont on a déjà eu une partie de l'adaptation au cinéma l'année dernière avec les deux films d'Artagnan et Milady, et dont un troisième opus est prévu pour l'année prochaine. Cette fois-ci, on s'attaque à la grande histoire d'Edmond Dantès, ce jeune homme victime d'un complot qui a été arrêté le jour de son mariage et qui a passé 14 ans dans la prison du château d'If. Il a réussi à s'évader, il devient richissime et il utilise cette opportunité pour assouvir son désir de vengeance sous le nom du comte de Monte-Cristo. C'est un énorme challenge d'adapter ce roman, tout simplement parce que déjà, il fait 1500 pages. Il n'y a pas besoin d'épiloguer plus que ça, c'est énorme, adapté. Je sais pas combien de pages faisait Le Seigneur des Anneaux, tu vois, mais il a fallu 3 films pour les faire, et 3 films de 3 heures. Mais c'est un challenge que Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière ont décidé de relever. Et on va pas se mentir, ils ont été plutôt bien aidés. Puisque les films des Trois Mousquetaires ont plutôt bien fonctionné, on a laissé l'opportunité au comte de Monte-Cristo de faire pareil, en lui donnant un budget de 42 millions d'euros. 42 millions d'euros, ça peut paraître beaucoup et pas beaucoup à la fois. Pas beaucoup pour ceux qui regardent beaucoup de cinéma américain, qui regardent le cinéma hollywoodien, parce que on a l'habitude de voir des sommes du genre 80 millions, 150, même 300 millions pour certains films. Par exemple, le prochain Captain America, bon, ça pourrait faire une vidéo à part entière. On la fera quand le film sortira. Mais là, on doit être aux alentours de 350 millions d'euros déboursés, tu vois. C'est énorme. Mais à la fois, c'est énorme parce que la dernière fois qu'on a débloqué autant de sous pour un film français, c'était il y a pas si longtemps, c'était début d'année dernière pour Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, et c'était même plus de sous puisque c'était aux alentours des 65 millions d'euros. Bon après, vu le résultat, gros budget veut pas dire grosse qualité de film, mais au moins on lui donne l'opportunité de fonctionner. Et on a vu assez rapidement que cet argent a été utilisé de manière intelligente puisque c'est sur l'Instagram de Pierre Ninet en personne qu'on a pu voir certains secrets de tournage, un espèce de making-of de la scène d'intro qui est tout simplement impressionnante. Et on voit directement qu'ils ont mis les moyens pour la tourner et rendent tout ceci réaliste. Ils sont allés en Belgique dans l'un des plus grands bassins artificiels du monde qui peut reproduire la houle de la mer justement pour pouvoir tourner cette scène d'intro et la rendre la plus réaliste possible. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, il me semble qu'il y a eu certaines scènes de Titanic qui ont été tournées là-bas. À vérifier ça, mais je crois que c'est vrai. Vous pouvez retrouver ces images sur l'Instagram de Pierre Ninet en personne. D'ailleurs, je parle de Pierre Ninet qui est le personnage principal de ce film et qu'il est accompagné de beau monde, notamment Anaïs Desmoutiers, avec qui il a déjà joué dans Sauver ou Périr, Laurent Lafitte, qu'on ne présente plus, de la comédie française s'il vous plaît, également Anna Maria Bartholomei et Julie Debona. Bref, du beau monde et de quoi nous en mettre plein les yeux. Et l'autre challenge aussi, c'est sa durée. 3 heures. C'est très long, 3 heures. Enfin, très long, non. Pour une œuvre aussi grosse, c'est nécessaire que ce film dure aussi longtemps, mais pour la majorité du public, t'en as, ils sont pas encore prêts à aller voir des films de 3 heures. Il y en a qui sont excellents, la majorité d'entre eux sont excellents, mais quand même, c'est un sacré challenge dans le sens où il faut tenir le spectateur en haleine durant tout ce temps, qu'il ne s'ennuie pas, parce que quand tu restes 3 heures sur ton siège, ouais, faut être captivé, quoi. Bon, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je parle des challenges de ce film pour vous montrer à quel point c'est un projet immense pour le cinéma français. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce film est en tout point réussi. Honnêtement, c'est un chef-d'œuvre. Sans exagérer, je pense que c'est peut-être le meilleur film français que j'ai vu de ma vie. Ça peut paraître beaucoup quand je le dis. J'ai pas vu énormément de films français non plus. Il y a certainement des classiques que je n'ai pas vus et que peut-être vous en commentaire vous préférez d'autres films français. Mais de mon point de vue, c'est le cas. C'est totalement le cas. C'est tellement grandiose. C'est vraiment incroyable. Le film se tient très bien. J'ai pas lu l'œuvre originale de 1500 pages.
Certainement qu'il y a des moments qui ont dû être supprimés, raccourcis ou peut-être même modifiés dans le film, mais le fait est de constater que ça fonctionne quand même très bien. Les événements s'enchaînent bien, on se perd pas dans l'histoire, et un truc que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que chacun des personnages qui est introduit, parce qu'il y en a beaucoup, c'est une œuvre littéraire, faut pas l'oublier, chacun des personnages introduits est utile à l'histoire et à une fin. Et ça, je trouve ça vraiment pertinent. Il y en a pas un qui est là juste pour faire joli ou qui est introduit alors qu'on s'en sert pas plus tard. Non, franchement, chacun d'entre eux a une utilité. Chacun d'entre eux apporte soit une information permettant de passer à l'étape suivante dans l'histoire, soit fait évoluer la situation émotionnelle du film. Ils le font chacun d'une manière différente, il faut l'avouer, donc c'est même pas redondant. Et ouais, non, franchement, c'était agréable à voir. Et j'en parlais il y a pas si longtemps avec un pote, on retrouve ce phénomène aussi dans Titanic. Par exemple, que ce soit Rose, Jack, Fabrizio ou le capitaine du navire, on les a tous introduits, ils apportent tous quelque chose au récit et on sait tous comment ils terminent. Bon, la plupart d'entre eux, ils terminent pas très bien, il faut l'avouer. Mais ils ont tous un début, un apport, une fin. Ça fait 2 fois quand même que je parle de Titanic dans ce film, c'est vous dire à quel point je l'ai aimé, tu vois. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à ça que les 3 heures passent vite. Parce qu'en réalité, on va pas se le cacher, il n'y a pas tant d'action que ça dans le film. Il y a une grosse scène d'intro dont je vous ai parlé en début de vidéo. Il y a un climax avec un final en apothéose qui est franchement super cool. Et puis il y a peut-être 1 ou 2 petits moments d'adrénaline pendant tout le film. Mais sinon après, il n'y a pas plus que ça, tu vois. Et c'est là où tu vois toutes les forces du film, c'est qu'il arrive à rester captivant en utilisant toutes ses facettes. On va passer dans l'aspect technique de l'œuvre et franchement, en termes d'image et de photographie, waouh quoi. Pendant tout le long du long métrage, les séquences sont dynamiques et vivantes. T'as la caméra qui est très peu statique. Elle est vraiment toujours en mouvement et c'est agréable. Honnêtement, c'est peut-être le défaut que je reprochais jusqu'ici au film français, c'est que je trouvais que ça manquait de mouvement. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo plus en détail du cinéma français en général, tu vois. Mais je trouve que c'est beaucoup de plans fixes séparés par des cuts. Alors, ça n'empêche pas d'avoir d'émotion parce qu'on a souvent de très bons acteurs à l'écran. Mais des fois, le fait que la caméra bouge ou qu'elle soit un peu tremblante ou qu'on ait des plans larges, tout ça, ça apporte vraiment quelque chose. On utilise le décor, l'environnement pour amplifier l'émotion de la scène. Et ce film le fait parfaitement, quoi. Moi, j'ai ce souvenir du début du film où tout va bien dans le meilleur des mondes. T'as l'impression que c'est limite utopique ce qu'on voit. L'image renforce ça parce que en plus d'avoir ce plan large sur ce paysage qui est simplement magnifique, on rend vraiment hommage aux lieux de tournage, notamment dans le sud de la France, qui sont tout simplement sublimes. On a le vert des forêts et de la nature qui ressort, qui tape à l'œil. Et quand on est plus en mer, sur le bateau ou au port, on a les reflets du soleil sur l'eau, le ciel bleu azur et cette eau qui est d'un bleu, c'est juste magnifique quoi. T'as l'impression que c'est limite irréel. T'as l'impression que ce genre d'endroit n'existe que dans les rêves ou a été inventé. Alors que c'est en France les gars, genre je trouve ça vraiment ouf. Le tout est accompagné de la musique de Jérôme Robotier. Alors je vais pas faire semblant, je sais pas sur quel autre projet il a travaillé, mais en tout cas il a travaillé sur la BO de Monte Cristo et c'est juste un banger. J'ai adoré la BO, je trouve qu'elle accompagnait super bien le film. Et petit coup de cœur pour celle-ci. Ce sera en lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. J'ai trouvé vraiment épique et elle m'a vraiment foutu les frissons, quoi. Peut-être assez simple, mais terriblement efficace. Je vous ai parlé de la partie où tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il y a également une partie sombre dans l'œuvre. Et là aussi, ça fonctionne super bien. Notamment, je trouve que en termes d'éclairage, de lumière, ça amenait quelque chose en plus. C'était sombre, ça pouvait rajouter un aspect pesant à l'atmosphère et tout. Enfin, ça fonctionnait vraiment très très bien. On sentait tout de suite que voilà, on rigole plus, il y a une transition, on n'est plus dans le même mood qu'au début du film, clairement. Il y a quelque chose qui s'est changé, il y a beaucoup plus d'ombre, comme si on voulait faire passer le message que Edmond Dantès était devenu l'ombre de lui-même quelque part, ou même en pleine nuit, comment c'est éclairé tout ça. Enfin, la lumière ajoute vraiment
une dimension assez spéciale à l'œuvre. Et franchement, ça s'associe parfaitement au jeu d'acteur qui amplifie l'émotion qu'on veut transmettre durant la scène. Là, évidemment, quand je vous parle, j'en ai une en tête. Je vais pas vous spoiler dans cette vidéo, mais pour ceux qui ont vu le film ou qui ont lu le livre, parce que ça doit être certainement dedans, c'est la scène du repas. C'est peut-être ma scène préférée du film. Quoique même pas. C'est même pas peut-être, c'est ma scène préférée du film. Je la trouve tellement puissante émotionnellement parlant. Il y a tellement d'émotions qui se mélangent dans cette scène entre l'effroi de certains personnages, la crainte d'autres, la curiosité de certains, enfin, et puis ce désir de vengeance d'Edmond Dantès. Enfin, il y a tout ça qui se mélange d'un coup, et tu fais waouh, quoi. Elle est tellement géniale, cette scène. Franchement, je l'adore. Comme je l'ai dit, elle est super bien éclairée, les décors sont sublimes, tout ça. Et en plus, elle est longue. Elle est longue. Et c'est là où tu vois le désir de vengeance qui est tellement fort, c'est que t'as l'impression que le personnage d'Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo, il est en train de se délecter de chaque seconde de cette scène. Parce qu'il les fait souffrir. Il est en train d'assouvir sa vengeance à petit feu, tu vois. Il se délecte. C'est vraiment... c'est presque malsain comme ambiance. Il y a cette ambiance pesante de... tu sais, ces soirées un peu cheloues où tu essaies d'appeler des esprits, ou encore quand tu te racontes des histoires d'horreur autour d'un feu de camp avec tes potes, tu vois. Il y a vraiment cette ambiance dans la scène où t'as l'impression que bah ce qu'il raconte c'est des conneries, ça peut pas être vrai, tu sais, c'est une histoire à dormir debout pour faire peur aux enfants. Et d'un autre côté, bah l'ambiance de la scène est tellement bien retranscrite que bah, t'as ce côté genre mais genre on sait que c'est une histoire t'inventes une histoire mais ça ressemble quand même à quelque chose de réel, tu vois. Donc il y a ce côté un peu de peur finalement. T'as vraiment ce sentiment dans cette scène et ouais, c'est vraiment cool quoi. Elles sont pas aussi longues, mais il y a pas mal de petites scènes comme ça qui font passer de l'émotion. Elles le font pas toutes de la même manière, qui fait que bah c'est pas redondant. Encore une chose qui fait qu'on est toujours captivé pendant ces 3 heures de long métrage. Ça peut être par exemple via de l'amour, parce que dans cette histoire il y a également de l'amour. Et pour ça, je tiens à saluer la prestation de Vasily Schneider, qui m'a vraiment bouleversé. Je sais pas si on va jusque là, mais qui m'a vraiment touché dans sa prestation, que j'ai trouvé vraiment très 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 forte. Et aussi Anna Maria Bartolomei, qui l'accompagne parfaitement. Et les deux ensemble, dans leur scène, sont vraiment beaux à regarder. On sent le poids de chaque mot. On essaye de trouver les meilleures tournures de phrases possibles pour rendre tout ça magnifique. Et waouh quoi, tu sais, ça te prend à la gorge, genre t'as presque les larmes qui montent, tu souris parce que tu trouves ça beau et en même temps impossible. C'est vraiment touchant. Tu passes vraiment par toutes les émotions dans ce Monte Cristo. Je vais appuyer dessus à nouveau, mais je tiens à saluer vraiment le jeu de chacun des acteurs qui ont tous été excellents pour apporter quelque chose de supplémentaire, une part d'eux à ce récit. Et vraiment, c'était juste super à regarder. Mais je dois me concentrer, je dois me pencher sur notre acteur principal, notre comte de Monte Cristo, Pierre Ninet. C'est sans aucun doute le plus grand rôle de sa carrière. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et on sait tous qu'il a du talent. On l'a bien vu dans 20 ans d'écart avec Virginie Fira, dans Sauver ou périr que j'ai mentionné en début de vidéo. On a également Five qui était super cool, ou encore Boîte Noire qui était plus sombre, plus intriguant comme film. On peut même citer des séries comme Le Flambeau, tu vois, où son personnage est trop bien. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes? Vexé? Enfin, on sait qu'il a de multiples casquettes et qu'il est très fort. Mais là, c'était encore d'un autre niveau ce qu'on lui demandait de produire. Parce que le film repose sur lui. Bien qu'on ait de nombreux personnages, des grosses figures du cinéma, ça reste le mythique comte de Monte Cristo. Au-delà d'être le personnage principal du film, il y a une œuvre originale qui est mythique dans la littérature française, qui est légendaire et t'as pas le droit à l'erreur. Si tu joues mal, ça va entacher sérieusement ta carrière. Parce que ça fait partie de ces personnages que tu ne peux pas souiller. Ce genre de rôle est vraiment à double tranchant
Et pour lui, il va lui servir grandement parce que il le joue super bien. C'est son meilleur rôle, son plus grand rôle et c'est son meilleur rôle. Sa performance dedans, je la trouve juste super. Franchement, je pensais pas être encore plus impressionné par ce gars. J'en ai vu des trucs, hein. J'en ai vu quand même pas mal de ces films. Hein. Il a souvent été bouleversant, angoissant, super drôle. Enfin, on sait déjà qu'il peut tout jouer. Mais là, c'était quand même une autre dimension et il s'en sort, mais extrêmement bien. Dans l'attitude, dans la voix, tout est très juste. J'ai beaucoup aimé le timbre de voix qu'il a utilisé. Au début du film, c'est sa voix normale, il est toujours souriant, il est épris d'amour pour Mercedes. Donc, comment ne pas être heureux? Tu le vois sourire, t'as envie de sourire. Ça a l'air tellement parfait pour lui, tout ce qui lui arrive, tu ne peux être qu'heureux. Et quand il se passe ce complot, tout ce qui se passe pendant le film, et que tu le vois au fur et à mesure changer de visage, les scènes dans la prison n'y vont pas y être pour rien, où tu commences à avoir un homme qui est résigné, en dépression, il sait que il ne sait pas encore combien de temps il va vivre, il se laisse mourir quelque part. Et d'un coup, il y a de la détermination, de peut-être cette lueur d'espoir, cette solution qui lui vient dans le film. Et là, c'est un tout autre visage qui arrive. Et quand on passe dans la troisième partie du film avec ce besoin d'assouvir sa vengeance, on voit une troisième facette de l'acteur qui est tout simplement bluffante. Dans l'attitude, il n'y a plus un sourire. Au max, il a le visage très posé, calme, assez sévère d'ailleurs. Tu sens que il ne prend rien à la légère. Mais ce qui m'a le plus surpris et ce qui m'a le plus séduit dans sa performance, c'est son timbre de voix. Je suis pas sûr de savoir le faire, ok. Mais tu sais, il prend un peu cette voix comme ça qui traîne en longueur, qui est très calme, très posée. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Dans cette situation-là, t'as l'impression que il l'abaisse au minimum possible, il fait un espèce de filtre pour la laisser traîner et qu'on ait cette espèce de brouillard quand il parle. C'est un peu abstrait ce que j'essaie d'expliquer. J'espère que vous voyez où je voulais en venir et que vous arrivez à comprendre, surtout si vous avez vu le film. Mais je trouve que ça sert tellement et c'est tellement une bonne idée d'avoir fait ça. Ça rejoint un peu ce qu'on disait dans la scène du dîner. Parce que t'as l'impression que chaque minute, chaque seconde qui le rapproche du moment fatidique où il donnera le coup de grâce qui lui permettra d'avoir définitivement accompli son désir de vengeance, il le savoure et il le délecte. C'est vraiment un homme meurtri qui parle, tu vois. C'est vraiment de la vengeance à l'état pur. Quelque part, alors, c'est mon avis encore une fois, mais le fait que le film dure 3 heures, je trouve que ça sert le côté vengeur, puisqu'il y a cette expression qu'on utilise encore, hein, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Et cette partie de vengeance, elle prend une tellement grande place dans le film que on ressent un peu cette expression. Et je trouve que oui, les 3 heures n'y sont pas étrangers à ça. Toute cette vidéo pour vous dire quoi au final? Pour vous rappeler que ce film est un film français et surtout qu'on n'a rien à envier au cinéma hollywoodien. Nous aussi on peut faire des grands films à gros budget avec un gros casting et des scènes spectaculaires. Et j'ai l'impression que petit à petit on est en train de prendre conscience de quelque chose dans le cinéma français. Un cinéma qui a la réputation de sortir quand même de nombreuses comédies qui ont toujours le même schéma narratif, ce qui entre nous n'est pas totalement faux. Mais en même temps on peut pas leur en vouloir parce que ça fonctionne. Mais ces derniers temps on a prouvé qu'on savait faire autre chose et des bonnes choses. Vous regardez ce film où l'année dernière entre Le règne animal et Anatomie d'une chute, on a prouvé qu'on était capable de sortir de notre zone de confort. Mais tout ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur le cinéma français. En attendant, je vous conseille fortement Le Comte de Monte Cristo. Allez voir au cinéma. J'y suis déjà allé 2 fois et je n'ai pas peur de dire que c'est le meilleur film français de ces dernières années. Non seulement je le sais, et en plus je le vante. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce et à bientôt. C'était Ciné Trip. Salut.